Écoutez la voix qui vous parle de l'autre côté des ondes. Radio Afrique Santé. C'est la radio que vous aimez. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission thématique en thème facile, une émission consacrée à l'explication des basiques sur la santé, de même que sur le vocabulaire médical et paramédical. Vous le savez, chers auditeurs, les professionnels de santé utilisent un vocabulaire très spécifique, des terminologies que vous et moi ne comprenons forcément pas. Et l'une des terminologies médicales peu connues du grand public, c'est l'otorhinolaryngologie. Au premier abord, cette terminologie peut faire l'effet d'une langue étrangère, mais il s'agit bien du français. Et pour nous aider à mieux comprendre la spécialité otorhinolaryngologie, plus connue sous le sigle ORL, nous avons fait appel à Dr Senami Agossou. Il est médecin ORL et chirurgien cervico-facial à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi-Souava. Dr Senami Agossou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous, c'est un plaisir. Alors, dites-nous, docteur, que comprendre concrètement par l'otorhinolaryngologie. Otorhinolaryngologie est dérivé auto, c'est en relation avec l'oreille. Donc, on comprendra que c'est une spécialité qui s'occupe des maladies de l'oreille. Rhino a un lien avec le nez. Donc, nous comprendrons que nous parlerons des maladies du nez. Et laryngologie a trait au cou qui héberge l'organe de la voix qu'on appelle le larynx. Donc, nous comprendrons que nous parlerons aussi des maladies qui ont trait à la respiration et au cou. Concrètement, l'otorhinolaryngologue a une spécialité médico-chirurgicale qui traite des affections qui touchent les oreilles, le nez, la gorge et la face. Donc, comme intervention, le médecin otorhinolaryngologiste pourra vous être utile tant que vous aurez des maladies qui ont trait à ces organes. Pour vous résumer, la spécialité ORL prend en charge des patients, enfants ou adultes souffrant d'affections de la sphère ORL, oreille, nez, gorge et la face, ou présentant des pathologies de la tête et du cou. Docteur, citez-nous alors quelques maladies pour lesquelles il faut consulter un médecin ORL chez les enfants. Merci beaucoup. Chez les enfants, l'ORL est une spécialité que je ne dirais pas complexe, mais qui s'occupe de la fonctionnalité autant que des déformations ou des altérations qui vont survenir. Donc, quand nous parlons de l'oreille, nous comprendrons que peuvent survenir au niveau de l'oreille, surtout chez les enfants, des problèmes de surdité, c'est-à-dire un enfant qui ne va pas entendre, ou des problèmes d'infection sur l'oreille qui va couler, ou bien des oreilles qui seront mal formées, ou des oreilles sur lesquelles vont intervenir des modifications qui ne sont pas habituelles, par exemple des tumeurs. Voilà. Parlant du nez, chez les enfants, les parents ont souvent à s'occuper des maladies liées à des infections telles que les rhumes, les rhinites, et aussi à des difficultés respiratoires. Certains parents vont vous dire ils ont l'impression que l'enfant a avalé le liquide amniotique. C'est en fait une traduction de la gêne respiratoire chez l'enfant et qui cache un certain nombre de maladies et qui va non seulement nécessiter un traitement médical, mais des fois un traitement chirurgical pour que l'enfant soit soulagé et puisse respirer normalement. Ailleurs, nous pourrons parler aussi des maladies liées à la respiration. L'une des maladies les plus cruciales que certains parents ne reconnaissent pas, c'est ce que nous appellerons la papillomatose laryngée. C'est une affection qui touche l'organe de la voix
et qui va aboutir, suite à des modifications liées à un virus, à des formations qui vont faire que les cordes vocales qui nous permettent de parler et qui permettent à l'air aussi de sortir quand nous respirons seront altérées, et de la gêne à pouvoir émettre des sons corrects surviendra un peu plus tard une gêne respiratoire. Et c'est souvent malheureusement à ce stade-là que ces parents vont consulter. En bref résumé, voilà quelques maladies que j'ai citées par rapport aux enfants. Docteur, on vous consulte également pour l'amygdalite chez les enfants. Oui, bien sûr, l'amygdalite est une maladie transitoire normalement qui rentre en ligne de compte de l'acquisition de l'immunité chez l'enfant. Mais malheureusement, il peut arriver que les amygdales, qui sont des organes qu'on appelle lymphoïdes, c'est-à-dire que leur structure est analogue à des ganglions avancés et au contact de l'environnement, c'est-à-dire dès que vous ouvrez la bouche, ces organes sont là et permettent de capter les microbes qui se retrouvent dans la cavité buccale ou les microbes qui sont inhalés par voie respiratoire, ce qui leur permet de capter ces microbes-là et de nous permettre plus tard d'élaborer des anticorps et d'avoir une mémoire pour pouvoir nous défendre. Mais malheureusement, chez certains enfants, le fonctionnement ne se fait pas bien. Et soit c'est des infections qui évoluent à répétition, plus de 3 ou 4 crises l'an, dès la naissance jusqu'à 3 ou 4 ans, cela amène à prendre d'autres dispositions. Soit c'est des enfants chez qui l'altération ou l'atteinte des amygdales entraîne un blocage à la respiration. Ça entraîne une gêne respiratoire. Et cela amène à faire un traitement médical et observer la réaction de l'organisme. Et le chirurgien ORL pourra aussi, dans une certaine mesure, être amené à intervenir chez cet enfant-là pour lui permettre d'avoir de l'air et de grandir et de ne plus ronfler, par exemple. Docteur, il faut souligner que l'amygdalite est une infection douloureuse chez les enfants, surtout les enfants de moins de 10 ans, n'est-ce pas? Oui, chez les enfants de moins de 10 ans, mais nous devons signaler qu'en réalité, le pic s'observe normalement autour de 2 ans et demi. Et en réalité, à cet âge-là, l'enfant est supposé déjà avoir acquis le capital d'anticorps qui devrait lui permettre d'assurer sa survie par rapport aux microbes. Malheureusement, je dirais encore une fois, nous savons que de la naissance à 6 mois, les anticorps que l'enfant hérite de ses parents, de sa mère, vont disparaître et lui-même il va élaborer ses anticorps. Donc c'est dans ce cadre-là que le processus qui lui permet d'acquérir ces anticorps ne fonctionne pas très bien. Et c'est ce processus-là qui n'arrive pas à maturité qui favorise un tant soit peu la survenue des amygdalites. Vous remarquerez aussi que c'est à cette période de la naissance à 2 ans et demi que les programmes ou le programme de vaccination intervient, toujours pour permettre à l'enfant d'avoir un capital d'anticorps pour lui permettre de survivre aux infections qu'il aura plus tard dans la vie. Donc c'est pas étonnant que ce soit à ces moments-là qu'on observe des pics d'infection sur les amygdales. D'accord. Docteur, alors comment prévenir l'amygdalite? Il est difficile de parler prévention pure puisque ça fait partie en réalité du fonctionnement normal de l'organisme. Quand tout se passe bien, ces organes interviennent puisque l'organisme de l'enfant est comme nouveau dans un environnement où il y a plein d'agresseurs que sont les microbes. Et il faut apprendre à connaître les agresseurs pour savoir les gérer à sa façon. Donc c'est dans ce jeu-là que l'organisme, comme je l'ai expliqué tantôt, va synthétiser les anticorps pour permettre à l'organisme de se défendre. Mais malheureusement, ce fonctionnement ne se fait pas bien chez certains enfants. Parlant prévention pure, je dirais qu'il faut bien s'alimenter. Ça devrait permettre d'avoir le matériel qu'il faut pour pouvoir synthétiser les anticorps. Mais aussi en cas d'infection, il faut aussi se rendre chez un médecin dans la mesure du possible.
Docteur, faisons la parenthèse des maladies pour lesquelles il faut consulter un médecin ORL chez les enfants. Parlons alors, ou si vous voulez, intéressons-nous à présent à quelques maladies pour lesquelles il faut faire recours à un médecin spécialiste en ORL. D'accord, merci bien. Nous parlerons des surdités, par exemple. C'est une préoccupation majeure puisque cela empêche l'individu de s'intégrer, de pouvoir s'épanouir et d'acquérir la communication verbale quand cela survient très tôt. Et cela amène forcément à prendre des décisions selon que l'individu ait acquis déjà le langage ou pas, on n'aura pas la même attitude. Et selon le degré d'atteinte, on peut aider cet individu-là à pouvoir bénéficier d'un appareillage, c'est-à-dire à pouvoir l'aider à acquérir un matériel qui lui permettra de compenser un tant soit peu son handicap. Mais vous comprendrez aussi que si l'organe n'est plus du tout fonctionnel, on ne pourra pas aider cette personne-là. Donc voilà une pathologie préoccupante. Il y a aussi de simples affections qui touchent l'oreille, pour lesquelles on peut bien aider les dames, surtout sur le plan esthétique. Il y en a beaucoup qui portent des boucles d'oreilles dont les lobules d'oreille se fendillent en deux, mais qui ne savent à quel sein se vouer. Ils peuvent s'adresser à une ORL, il peut les aider. Et du point de vue de l'oreille, on peut aussi observer des tumeurs. Des fois, c'est que l'oreille a bénéficié d'un piercing et il s'est développé des cicatrices kéloïdes, c'est des formations d'allus tissulaires fermes ou dures selon l'évolution ou selon les manipulations qui font que l'oreille est un peu boursouflée. On peut aider sur le plan esthétique aussi à gérer ces problèmes-là. Parlons des affections qui touchent le nez. Le plus simple que on peut identifier, il y a deux affections spécifiques qui sont souvent confondues chez les malades. Il y a ce qu'on appelle la rhinite allergique et la sinusite. Ce ne sont pas les mêmes maladies. Mais malheureusement, c'est souvent les malades qui souffrent de rhinite allergique qui se plaignent de sinusite. C'est vrai qu'il ne serait pas évident pour le malade de faire la distinction. Oui. Mais retenons que rhinite allergique rime avec éternuement et grattage ou écoulement clair et rentre souvent dans le cadre de plusieurs autres affections telles que la conjonctivite allergique, les eczémas, c'est-à-dire c'est des plaques qui surviennent sur la peau, qui grattent, ou l'urticaire, ou aussi c'est aussi des individus qui ont un problème d'asthme. Donc la rhinite allergique est une maladie de peau et de revêtement. Et contrairement à la sinusite qui est une maladie spécifiquement liée à une atteinte des narines par un microbe. Et dans ce cadre-là, c'est un individu qui va moucher jaune. Les sécrétions seront colorées. Il y aura la douleur au niveau de la face, au niveau des endroits qu'on appelle les sinus de la face. Ces sinus se situent de part et d'autre de la cavité orbitaire et des narines. Donc, selon que le mode de survenue soit aigu, c'est-à-dire que cette infection s'est installée il y a moins de 3 semaines, on aura la douleur, rarement la fièvre qui ne rentre pas forcément en ligne de compte. Les narines sont bouchées, donc dans ce cadre-là, il faut avoir besoin d'un médecin, ORL idéalement, parce qu'il va falloir administrer non seulement des produits locaux pour décongestionner les narines et évacuer les sécrétions, mais nous aurons besoin d'antibiotiques qui ne sont délivrés que sur ordonnance. Voilà. Dans le cas de la rhinite allergique dont j'ai parlé tantôt, le traitement repose plutôt sur des produits qui vont agir sur l'allergie. Permettez-moi de ne pas rentrer dans trop de détails parce que ce sont des produits certes qui marchent mais qui doivent obéir à des règles de prescription.
Donc, pour les narines, globalement, c'est ça. Mais je dirais que tout ce qui est affection du nez n'est pas sinusite ni rhinite allergique. On observe aussi des tumeurs dans les narines. Si vous avez une narine qui est bouchée, c'est déjà discordant que d'en avoir les deux bouchées. Mais si elles sont bouchées et que l'affection dure déjà de plus que 3 semaines, vous avez besoin qu'un médecin examine l'intérieur des narines, surtout un ORL, pour vous dire qu'il n'y a pas matière à inquiétude. Parce qu'au cas où il y aurait une masse qui va bourgeonner et obstruer la narine, la sanction thérapeutique ne sera pas que l'administration de médicaments. Voilà globalement les maladies du nez. Les adultes aussi peuvent souffrir aussi d'amygdalite. Des fois, c'est peut-être une amygdalite non soignée de l'enfance qui perdure et qui continue d'évoluer pour son propre compte et qu'à l'âge adulte, la personne veuille bien s'en débarrasser. Il y a une forme d'amygdalite particulière qu'on peut retrouver chez l'adulte qu'on appelle l'amygdalite caséeuse. Au niveau de ces amygdales s'installent des pus comme si les amygdales étaient devenues une grappe de fraises en quelque sorte avec des pertuis qui contiennent du pus. Ça donne une très mauvaise haleine et l'issue de sécrétions qui sentent très mauvais. Et la seule issue dans ce cadre-là, c'est extirper ces amygdales parce qu'elles ne fonctionnent plus bien, elles deviennent des nids à microbes. Au-delà de cela, on peut observer toutes sortes de microbes, toutes sortes de tumeurs au niveau de la gorge, ça existe. Voilà. Et au niveau du cou, souvent, les malades s'adressent aux ORL ou bien sont adressés par d'autres spécialistes pour les problèmes de goitre. Le goitre, c'est une tumeur qui se développe au dépend de la glande qu'on appelle thyroïde, qui est une glande située à l'avant du cou, en région basse. Certaines personnes sont traitées de sorcières à tort, pas ignorance, parce que c'est pas méconnaissance que on a l'habitude dans le commun des langages de vite sortir ce mot-là. Mais en réalité, c'est parce que ça cache une autre affection où on a l'impression que la personne est en courroux et écarquille les yeux. Le goitre, en fait, peut rentrer dans le cadre d'une maladie qu'on appelle maladie de base d'eau. Une maladie de base d'eau. Non seulement il y a le goitre, mais il y a une exophthalmie, c'est-à-dire que les yeux sont exorbités, brillants. Ce sont des patients qui sont nerveux, qui tremblent et qui ont le cœur qui bat très vite, lié aux perturbations hormonales justement qui sous-tendent cette forme de maladie. Et c'est pour ça que habituellement on a l'impression que les gens évoquent un problème de sorcellerie alors que cela n'en est pour rien. Voilà. Au-delà de cela, nous avons les problèmes liés aux glandes salivaires. Ça peut être la parotide ou la sous-maxillaire. C'est vrai, c'est des thèmes pour le commun des mortels qui ne sont pas... Ce sont des thèmes techniques. Ouais, techniques, mais c'est facile à identifier. Comme glande, ce sont des glandes en fait salivaires, comme j'ai eu à le dire. La glande parotide est une glande salivaire, c'est la plus volumineuse de l'organisme. Elle est située en dessous des oreilles. C'est justement leur atteinte chez l'enfant qu'on appelle oreillon. Donc l'oreillon, c'est l'infection virale de la glande parotide. Donc je crois que dans l'enfance, normalement, chacun d'entre nous a souffert d'oreillon. Donc on peut imaginer ce que c'est que la glande parotide. Par contre, la sous-maxillaire, qui est aussi une glande salivaire, se situe en dessous de la mandibule. La mandibule, c'est la mâchoire inférieure. C'est en dessous et elle permet aussi de sécréter de la salive en dessous de la langue. Donc voilà les deux grosses glandes salivaires. Il y a une troisième qu'on appelle sublinguale. Voilà. L'un des problèmes également qui attaque la gorge, ce sont les troubles de la voix, ou si vous voulez l'altération de la voix. Merci beaucoup, c'est vrai. Les altérations de la voix sont liées
spécifiquement à une atteinte du larynx, c'est la partie supérieure des voies respiratoires inférieures. C'est l'organe de la voix et c'est aussi l'organe qui nous permet de respirer. Et l'altération de la voix peut être liée à plusieurs facteurs, effectivement. Ça peut être le surménage vocal chez les professionnels de la voix. Par exemple, vous êtes journaliste, vous êtes amené à utiliser votre voix comme outil de travail. Les chanteurs d'opéra, les voix off, tous les artistes. Voilà, les artistes. Voilà. Ils peuvent avoir de telles altérations. Mais les altérations de la voix peuvent aussi survenir parce que sur le plan fonctionnel, l'individu souffre par exemple de ce qu'on appelle le reflux gastro-œsophagien. Ça veut dire tout simplement que le liquide de l'estomac, quand cet individu est au repos, remonte dans la gorge et perturbe le fonctionnement du larynx, ce qui va entraîner une altération de la voix. Aussi peuvent survenir des tumeurs ou des infections qui peuvent agir sur la voix. Lorsque c'est des tumeurs bénignes qui n'ont pas d'évolution à long terme, le traitement peut être médical simplement ou peut-être chirurgical, mais l'évolution est favorable. Mais par contre, les cancers sont les lésions les plus redoutables quand elles surviennent sur les cordes vocales ou sur l'organe qu'on appelle le larynx et qu'elles ont eu le temps de s'implanter. C'est très difficile à soigner. Et en cas de traitement, souvent la voix est altérée pour du long terme. Ou pratiquement on est obligé de supprimer l'organe de la respiration et de permettre à l'individu de respirer par un autre trajet. Oui, également les enfants qui crient à tue-tête également sont exposés au risque d'altération de la voix, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Mais chez les enfants, normalement, c'est réversible. Et il y a ce qu'on appelle les troubles de la mue, c'est-à-dire que la voix de l'enfant va évoluer, changer en fonction des hormones qu'il aura dans l'organisme, mais tout le monde n'arrive pas à acquérir cette maturation-là. Il ne faut pas trop vite se focaliser sur le fait que ce soit que le cri qui est à la base de l'altération de la voix chez l'enfant. Donc, c'est une des causes à nuancer parce qu'effectivement, il y a le traumatisme vocal, c'est ce que vous évoquez, qui est une des causes qui vont faire qu'un enfant peut avoir la voix cassée ou enrouée. Concernant la voix, on peut également faire recours à un orthophoniste, n'est-ce pas? Ou bien c'est forcément un ORL qui doit suivre les affections de la voix? Les deux spécialités sont complémentaires, je dirais, en matière de prise en charge des troubles de la voix. L'orthophoniste va permettre au malade, après avoir vu l'ORL, de rééduquer sa voix et de retrouver sa fonctionnalité normale et les points de prononciation par rapport aux mots à utiliser. L'orthophoniste est un rééducateur de la voix. Et ce sont nos collaborateurs, nous travaillons bien ensemble. D'accord. Alors, dites-nous, docteur Agossou, est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre avant de consulter un médecin ORL? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut rester, par exemple, à jeun avant une consultation avec un médecin ORL? A priori, il n'y a pas de disposition particulière. Vous prenez un rendez-vous ou dans un centre de santé publique comme là où moi je travaille, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous. Mais l'essentiel est que vous veniez au moment où les consultations se déroulent, vous serez pris en charge. Mais dans d'autres centres de santé, il faudrait prendre contact avec le médecin. Selon sa disponibilité, il devrait pouvoir vous recevoir. Mais il n'y a pas de préparation particulière à avoir pour faire une consultation d'ORL. Même si vous devez bénéficier d'exploration fonctionnelle, par exemple, les narines peuvent être explorées par des tiges microscopiques qu'on appelle nasofibroscope ou endoscope. Vous n'avez pas besoin de préparation particulière, mais par contre,
Vous aurez à instiller des gouttes qui vont faire qu'on pourra accéder à vos narines et pouvoir bien les examiner. Même si vous avez besoin d'un test sur votre audition pour apprécier la fonctionnalité de votre oreille, vous n'avez pas besoin d'autres précautions. On va terminer par des recommandations, docteur. Quels sont les comportements à adopter ou à éviter pour prévenir certaines pathologies des oreilles, du nez et de la bouche? Oui, une question bien exhaustive et bien vaste. Mais je dirais simplement que pour préserver son audition, il faut éviter de gratter les oreilles. Parce que l'écouvillonnage d'oreilles, c'est-à-dire l'introduction de coton-tige, est préjudiciable pour la qualité fonctionnelle de l'oreille, parce que l'oreille contient des poils et des sécrétions, c'est vrai, le cérumen, qui a priori n'est pas nocif, mais permet de protéger les oreilles contre les microbes et contre les fourmis. Donc déjà, il faut avoir une bonne hygiène de vie, éviter de nettoyer les oreilles à tort et à travers. Éviter de percer les oreilles tout le long parce que l'oreille est dotée de cartilage qui s'altère facilement. Quand vous faites des piercings dans la région cartilagineuse, c'est l'ensemble des parties de l'oreille qui sont dures. Par contre, il est plus aisé de faire des piercings au niveau du lobule de l'oreille, qui est la partie qui contient que de la graisse, la partie inférieure de l'oreille. Voilà quelques conseils pour l'oreille. Pour les narines, en cas d'infection du nez, quand vos narines sont bouchées, le plus simple c'est de faire des lavages de nez. Vous pouvez vous aider de solutions physiologiques ou sérum salé, c'est pareil. Le nez étant une cavité, le plus simple c'est d'abord de procéder à un lavage de nez. Et si vous avez des troubles de la voix qui durent plus d'une semaine, ce serait intéressant de consulter un médecin. Prenez suffisamment d'eau si vous êtes un professionnel de la voix. Cela vous permettra d'avoir autant de lubrifiant pour parler pendant une longue période parce que l'assèchement va vous entraîner des altérations par rapport à la vocalisation. Je vous remercie. D'accord, docteur. Paraît-il que le tabac ou l'alcool également peut avoir des effets néfastes sur la voix, sur la gorge en général? Oui, bien sûr. L'alcool et le tabac sont des abrasifs, c'est-à-dire créent des lésions qui ne se cicatrisent jamais, mais que l'individu, à force de consommer de l'alcool, fait perdurer ces lésions. Pareil pour le tabac, par rapport auquel s'ajoute un effet de chaleur, de brûlure. Ces deux phénomènes entraînent des lésions à terme précancérigènes et des cancers. Il n'est pas rare de corréler le rythme de consommation d'alcool ou de tabac à la survenue de ces lésions cancérigènes. On arrive à compter le nombre d'années tabac et la quantité d'alcool pris pendant une certaine durée comme source de la survenue des cancers au niveau des voies aérodigestives supérieures. Que ce soit au niveau des amygdales, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau des cordes vocales, il y a des cancers qui sont induits par ces facteurs. Pour prévenir certaines pathologies ORL, il faut également éviter l'obésité. Ou bien cela n'est pas scientifiquement, cela n'est pas justifié. A priori la première cause, mais néanmoins je vais nuancer parce que effectivement il y a une nouvelle catégorie de maladies qui sont identifiées mais qui ne prennent pas en compte que le volet ORL, mais qui englobent non seulement le poids, l'atteinte cardiologique, l'atteinte neurologique et l'atteinte respiratoire. Ce sont les pathologies liées au ronflement et à l'apnée du sommeil. Ah, d'accord. Donc c'est une pathologie qui entraîne en fait comme signe, et pour le reconnaître, des pauses respiratoires. Ce sont des individus qui dorment, qui ronflent beaucoup. Non seulement ils vont ronfler, mais pendant leur sommeil, vous aurez l'impression que le rythme respiratoire est saccadé ou est ample, évolue à son thème. À un moment donné, vous avez l'impression que l'individu s'arrête de respirer et après, la respiration reprend. Donc, dans ces cas de maladie,
l'ORL peut être amené à intervenir pour améliorer la voie respiratoire. Mais de ma description, vous avez cru comprendre qu'il y a d'autres organes qui sont touchés. Oui, bien sûr. Donc, la prise en charge ne sera pas que ORL. On fera intervenir le cardiologue, le nutritionniste, voilà, peut-être l'endocrinologue ou le gastro-entérologue. Docteur Senami Agossou, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin ORL et chirurgien cervico-facial à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi-Savoie. Chers auditeurs, nous vous remercions aussi pour votre aimable attention. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre numéro de votre émission en thème facile.